On peut dire qu'on aura assisté au premier grand rendez-vous d'une future légende, en tout cas d'un futur très grand joueur, peut-être d'un futur numéro 1 mondial, d'un futur top 10, ça ne fait aucun doute, en tout cas d'un futur très grand joueur espagnol. Le tennis espagnol, comme j'ai dit dans ma dernière vidéo, se porte très bien, admirablement bien. Il a cassé d'ailleurs Carlos Alcaraz, la série des Espagnols qui perdaient en finale à Miami. C'est le premier Espagnol à remporter le Master 1000 de Miami et c'est le plus jeune joueur de l'histoire à remporter un Master 1000. Déjà, ça fait parler, les chiffres évidemment parlent pour lui. Carlos Alcaraz remporte le tournoi de Miami 2022. On en parle tout de suite. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo et aujourd'hui, évidemment, on va parler de Carlos Alcaraz qui a révolutionné, qui a encore fait parler de lui, évidemment, en écrasant le tournoi de Miami, en battant Casper Ruud dans un match 7-5, 6-4, plutôt serré, vu le score, plutôt serré aussi au vu du match, mais dans les moments importants, on a quand même senti que Casper Ruud était un petit peu en dessous de Carlos Alcaraz. Et alors moi, vous savez que j'adore Casper Ruud évidemment, mais là où j'ai aucun regret quasiment, c'est que je me dis, mais Casper Ruud, qu'est-ce qu'il aurait pu faire de différent? Alors à part le début du deuxième set où il passe à côté, mais début de premier set, Casper Ruud il est parfait. Tactiquement, sa tactique elle est bien mise en place. Il veut laisser le moins de temps possible à Alcaraz. Même côté revers, on voyait qu'il essaie d'agresser Alcaraz pour justement prendre le plus de temps possible à Alcaraz. On sentait que la tactique était bien en place, qu'il était bien dedans, il break d'entrée. Alcaraz un petit peu tendu aussi au début, mais c'est normal, c'est normal, c'est une première finale au Master 1000, il fallait bien qu'il prouve un petit peu, qu'il montre un petit peu qu'il était humain et qu'il avait un petit peu de pression parce que sinon s'il mettait 2-2 à Ruud, c'était pas normal. Et voilà, Ruud qui a, qui a bien pris le match par le bon bout, lui aussi sa première finale, c'était sa première finale au Master 1000, j'espère pour lui que ce ne sera pas la dernière. Pour Alcaraz, j'en suis quasiment sûr que ce ne sera pas la dernière évidemment, mais pour Ruud, j'espère que ce ne sera pas la dernière. Et juste à 4-1, tout allait bien, même 3-0, on va dire que ça allait plutôt bien. 4-1, ça va bien, même si ce jeu à 3-1, où il se fait un peu peur quand il mène 40-0, Alcaraz revient, derrière il y a un lob un petit peu, semi-lob, où la balle, où Ruud juge très mal la balle, qui retombe à 2 mètres devant le court, donc vraiment une très mauvaise gestion, il aurait pu la claquer et remporter le point facilement. Et là, à ce moment-là, je me suis dit, ça y est, Alcaraz commence à prendre les devants par rapport à Ruud, même si Ruud restait devant à 4-1 tranquillement, il avait son break, et derrière il se débreakait, il revient à 4 partout, 5 partout, à 5 partout, même s'il y avait un jeu très compliqué d'Alcaraz à 5-4, très compliqué, plutôt compliqué, où il était jusqu'à 30 à derrière, il break Casper Ruud, il est solide sur son jeu de service pour emporter le set, c'est dingue parce qu'il a 18 ans, Carlos Alcaraz, il a 18 ans, bientôt 19, mais dans la tête, il montrait vraiment de très belles choses. Je trouve que tactiquement, faire des amortis, c'est... Alors, il a peut-être un petit peu trop abusé aujourd'hui. Face à Hurkacz, ça a bien mieux marché parce que Hurkacz est un peu plus lourd que Casper Ruud. Donc, Hurkacz, est plus lent à démarrer, en tout cas sur la réactivité par rapport à Casper Ruud. Donc, Casper Ruud allait plus rapidement sur ses amortis. Mais c'est casse-pattes, c'est vraiment casse-pattes. Et puis, ça met un petit peu un casse-tête dans la tête pour l'adversaire parce que soit tu te mets loin de la ligne et tu anticipes du coup les grosses frappes, la puissance de frappe de Carlos Alcaraz qui amène vraiment une puissance énorme dans la balle. Il est capable de le faire évidemment en coup droit comme en revers, surtout en coup droit, mais il peut aussi le faire en revers. Ou alors tu t'avances un petit peu pour anticiper l'amorti, mais dans ce cas-là justement il peut te faire une frappe super puissante. Donc c'est vraiment un casse-tête tactique pour jouer Alcaraz. Je trouvais qu'à Indian Wells, justement, il n'avait pas fait beaucoup d'amortis, justement. Alors, c'est peut-être que moi qui me trompe, peut-être moi qui fait une erreur, mais je trouve que là, justement, il a vraiment développé l'amorti sur le tournoi de Miami. C'est peut-être de bonne augure pour la terre. On sait très bien que sur la terre battue, l'amorti est une arme redoutable parce que, justement, en plus, ça sert à faire des contre-pieds, ça sert à prendre vraiment le temps sur l'adversaire. L'amorti, qui pour moi est un coup d'attaque, évidemment, ce n'est pas un coup de défense. On ne fait pas une amorti ou un amorti, je ne sais même pas comment on dit, moi je dis une amorti, mais on ne fait pas une amorti pour se débarrasser de la balle, on fait une amorti pour préparer une attaque ou pour attaquer carrément, pour remporter le point sur l'amorti ou alors juste sur le coup d'après. C'est ça pour moi vraiment l'arme qui est l'amorti. Et Alcaraz l'a très bien, comme ce kick extérieur sur les services côté avantage. C'est dingue. Alors on connaît évidemment les services de gaucher qui sont des services slicés à l'extérieur qui te sortent
le droitier, surtout si l'adversaire est droitier, qui te sort droitier côté revers, lui, bah, il peut pas faire son service de gaucher parce qu'il est droitier, mais il te sort un kick qui va aussi te mettre, qui a mis rude à 3 mètres de la ligne, et du coup bah, tu t'ouvres un espace énorme sur le court, et c'est ce qu'il a fait pendant tout le match, pendant tout le tournoi. Il était absolument dingue. Face à Hurkacz, c'était pareil, il a vraiment montré de très belles choses. Un petit peu plus compliqué face à Kekmanovic, d'ailleurs Kekmanovic vraiment très agréable surprise sur ce début de saison. Si vous n'avez pas vu ce match Alcaraz-Kekmanovic, qui est pour moi le match de la quinzaine, de la dizaine plutôt on peut dire, parce que c'est sur 10 jours, donc ce match de la dizaine pour moi, entre Carlos Alcaraz et Miomir Kekmanovic. Alors oui, peut-être ça ne va pas rêver Miomir Kekmanovic, mais c'est bien, je trouve ça vraiment très bien pour le tennis serbe. Parce qu'on voit que le tennis serbe quand même, évidemment, qui a son dieu Novak Djokovic, mais c'est bien que derrière Djokovic, il y ait des jeunes qui poussent un petit peu, et ça fait du bien aussi pour les Serbes de pouvoir, comment dire, supporter d'autres joueurs en plus de Novak Djokovic. Et Kekmanovic, ça peut être un joueur plus tard dans le top 15, peut-être même top 10, on ne sait pas. Mais je pense vraiment qu'il est plutôt pas mal, il est en top 20 à la race. Donc c'est pas mal Kekmanovic qui progresse bien, va falloir surveiller Kekmanovic cette saison, notamment sur terre battue, il peut faire de très très belles choses. Alcaraz aussi évidemment, il va falloir commencer vraiment à le suivre, mais tout le temps, à chaque match, sur terre battue. Surtout que sur terre battue, on va voir à Monte Carlo le retour de Novak Djokovic. Et je pense, connaissant Novak Djokovic, qui a faim de défi, qui est un homme de défi, Djokovic, c'est pas une surprise de dire ça, il va avoir très très envie, je pense, de jouer Alcaraz, Novak Djokovic, très envie de pouvoir jouer Alcaraz, mais Alcaraz aussi va avoir très envie de se mesurer au numéro 1 mondial, de se mesurer à Novak Djokovic. Et bah, j'espère qu'on va avoir un match comme ça, parce que ça peut être cool. On est passé à chaque fois à un match à Indian Wells et à Miami d'avoir un Medvedev-Alcaraz. J'aurais bien aimé avoir un Medvedev-Alcaraz, mais on n'en a pas eu. Je trouve, voilà, bon, Hurkacz c'était pas mal et tout, Kekmanovic c'est pas mal et tout, mais je pense qu'il faudrait voilà, qu'il rencontre un petit Djokovic, un Tsitsipas sur terre battue aussi, ce serait sympa, même s'il a dégommé Tsitsipas, enfin dégommé entre guillemets, 7-5-6-3, mais il a quand même bien muselé Tsitsipas à Miami. Ouais, voilà, s'il rencontre un Djokovic sur terre battue, moi franchement, un Djokovic-Alcaraz, je pense que ce serait un match de dingue. J'espère que ça ferait pas un flop, mais bon, voilà, on s'avance un petit peu, mais ça peut être pas mal. Et donc là, maintenant, à partir de maintenant, voilà, on a parlé de la victoire d'Alcaraz. On va faire un point maintenant sur le classement ATP, où ça en est, le classement ATP et le classement Race aussi, parce que le classement Race, vous allez voir, c'est très très intéressant. Mais tout d'abord, on part sur le classement ATP. Alors, pour le classement ATP, on voit tout d'abord que Novak Djokovic reste numéro 1 mondial pour seulement 10 points. Mais il est au moins numéro 1 mondial jusqu'à fin avril, Novak Djokovic. Donc ça ferait à partir de ce moment-là quasiment 7 ans, enfin 7 ans où Novak Djokovic a été numéro 1 mondial. 7 ans, je ne sais pas si on se rend compte, 7 ans c'est monstrueux. C'est plus de 360 semaines en tant que numéro 1 pour Novak Djokovic. C'est, voilà, j'ai plus les mots, c'est colossal. Ce que fait Djokovic, absolument dingue. Même là, quasiment en ne jouant pas, mais bon, voilà, bah, en face ça prend pas les points, donc lui, bah, il garde ses points. Enfin, il en perd un petit peu, Medvedev aussi, il en perd. Derrière, ça en prend, mais c'est trop loin. Les Alcaraz, les Nadal, ils sont encore loin. Donc voilà, il garde pour l'instant cette première place mondiale. Zverev, qui lui récupère la 3e place mondiale, puisque Nadal n'a pas joué. Lui, il a pris des points. Zverev, qui m'a encore déçu sur ce tournoi, face à Casper Ruud, justement. Il m'a vraiment déçu sur ce match. Tsitsipas, on voit quand même qu'il est plutôt loin par rapport à Nadal, Zverev, Medvedev et Djokovic. Il a quand même vraiment un petit écart. Il y a plus de 1000 points d'écart. Et puis derrière, on a un petit peu une base avec 3 joueurs, avec Berrettini, Casper Ruud et Andrei Rublev qui se tiennent sur 600 points. Rublev qui va avoir justement ses 600 points de Monte Carlo à défendre. Attention Rublev qui peut très vite chuter, qui peut très vite descendre. Surtout que derrière, on a quand même des jeunes loups qui ont très très faim. On a Félix Auger-Aliassime qui est un petit peu déçu sur cette, même beaucoup déçu plutôt, sur cette période Indian Wells Miami, qui n'a pas remporté un seul match. Il va falloir qu'il se ressaisisse sur terre battue. Il va être à Marrakech, comme vous voyez là sur la vidéo. On a Cameron Norrie. Bon, alors là, c'est pas un jeune loup, hein, enfin, il a 26 ans, mais bon, c'est pas vraiment un jeune loup. Mais là, Cameron Norrie qui montre, voilà, qui rentre dans le top 10. Voilà, c'est la fête pour le tennis britannique. On a ensuite évidemment Carlos Alcaraz qui va avoir son meilleur classement. Numéro 11, voilà, Carlos Alcaraz, le jeune loup, bah, il est là, hein, qui toque à la porte du top 10, il est vraiment pas loin, il est à 29 points du top 10, et je pense que, bon, clairement, on va pas se le cacher, hein, dans même pas un mois, il est top 10, hein, c'est pas une surprise, surtout en plus si Rublev va perdre ses 600 points de... Comment dire, si Rublev perd ses 600 points, lui il va en gagner, donc voilà, bref, il va passer logiquement top 10, Yannick Sinner aussi qui est là, puis après on a un petit peu du Fritz, du Hurkacz, qui a perdu quand même beaucoup de points, même s'il fait une demi-finale, du Shapovalov, etc., etc. Je rappelle que le premier français est numéro 22, c'est Gaël Monfils qui a gagné quand même 2 places.
Voilà, qui gagne 2 places en gagnant, pourtant je sais même pas s'il a gagné un match sur ce tournoi. Je sais même plus, bref, il prend quand même 2 places, Gaël Monfils, bon. Voilà, c'est plutôt correct tout ça, c'est plutôt correct, mais ce qu'on veut voir c'est Carlos Alcaraz parce que Juan Carlos Ferrero a dit que lui, il aimerait que Carlos Alcaraz soit tête de série dans les 8, en tout cas pour Roland Garros, pour éviter de rencontrer avant les quarts de finale Djokovic ou Rafael Nadal évidemment, parce que je pense qu'à Roland Garros, Carlos Alcaraz est les seuls vraiment qui peut craindre. Alors il y a peut-être Tsitsipas aussi, je sais pas trop, mais c'est surtout Nadal et Djokovic évidemment. T'évites Nadal, t'évites Djokovic. Tu te laisses quand même de très grandes chances d'aller très très loin, mais on pourrait potentiellement avoir un Djokovic-Alcaraz en quart de finale et un Djokovic-Nadal en demi-finale. Au vu pour l'instant du classement mondial, ça pourrait arriver. Ou alors un Nadal-Alcaraz en quart de finale et un Nadal-Djokovic en demi-finale. Alors là, si vous êtes un Djokovic ou un Nadal et que vous vous tapez un Alcaraz en quart de finale et après potentiellement soit Djokovic ou un Nadal, je pense que vous n'avez qu'une envie, c'est d'aller pleurer. Alors maintenant tout de suite on va passer au classement race pardon, et vous allez voir que ça va être très 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 intéressant. Alors le classement race qui est toujours évidemment dominé par Rafael Nadal qui rien qu'avec ses points de l'Open d'Australie serait en tête puisqu'on gagne 2000 points je rappelle quand on gagne un grand chelem et que deuxième il a 1950 points. Donc il est forcément premier juste avec l'Open d'Australie, mais il a gagné évidemment d'autres tournois derrière, ça lui fait 3350 points, vraiment beaucoup de points d'avance devant Carlos Alcaraz, enfin l'Espagne qui domine le tennis, en tout cas depuis le début de 2022, domination du tennis espagnol. On a ensuite Daniil Medvedev, et ensuite on a vraiment un pack de joueurs qui se tiennent sur 500 points, Taylor Fritz 4ème qui a évidemment gagné Indian Wells, qui a pris 1000 points. Donc c'est évidemment 75% de ses points, non 66% des points qu'il a pris c'est à Indian Wells. On a Tsitsipas à 1400, on a du Félix Auger-Aliassime à 1420, on a du Roublev à 1390 et du Rude à 1000. Ensuite on a du Berrettini qui va être out pendant 2 mois comme Daniil Medvedev qui est out 1 à 2 mois qui a une hernie. Donc voilà, j'espère que c'est plutôt bien soigné. Après, est-ce que rater la saison sur terre battue pour lui, c'est comment dire, c'est une perte de temps, je sais pas, mais je pense qu'en tout cas s'il devait se faire opérer, c'était le meilleur moment. C'est pas la période de l'US Open où il faut qu'il se fasse opérer, c'est là où il est le meilleur. On a du Bautista Agut qui est toujours là, 10ème, du Shapovalov, Shapovalov qui a pris la majorité de ses points en Australie avec l'ATP Cup et l'Open d'Australie évidemment. On a du Cameron Norrie, toujours là, 12ème, qui cesse d'impressionner parce que Cameron Norrie, bon comme on dit Cameron Norrie, voilà, top 10 et puis qui est 12ème à la race, bah j'y crois pas trop. On a du Hurkacz qui est là aussi, du Sinner Monfils qui est numéro 16, voilà, Kekmanovic, j'en parlais justement, qui est numéro 17. Kekmanovic qui est devant Zverev. Zverev, allez, c'est ça pour moi le plus gros échec pour moi. Alors, il y a Novak Djokovic qui est plus loin évidemment, mais Djokovic n'a pas joué de la saison quasiment, donc c'est excusable. Mais Zverev, il a joué quasiment tous les tournois depuis le début de la saison et il n'est que 20ème pour le moment. Il est à 660. Alors, on ne tire pas la sonnette d'alarme pour le moment, évidemment. Si on parle du Masters, il n'a que 400 points de retard sur le Masters, donc ça devrait le faire, mais juste c'est pour montrer que le début de saison de Zverev est quand même vraiment médiocre et il va falloir qu'il se ressaisisse très très vite. Et ça tombe bien, Zverev est plutôt bon sur terre battue, il est quand même bon sur toutes les surfaces, Zverev on peut dire. Donc il peut se ressaisir, il va falloir justement qu'il se ressaisisse parce que derrière ça pousse, on a du Alcaraz qui pousse, on a du Sinner qui pousse, on a toujours les Tsitsipas, les Medvedev, les Djokovic, les Nadal. Donc les places au classement commencent à coûter très très cher et s'il veut conserver cette 3ème place mondiale, il va falloir qu'il monte un petit peu le niveau, qui muscle un petit peu son jeu, voilà, le Alexander Zverev, parce que sinon, bah, ça peut très vite dégringoler, et puis quand on dégringole, bah, ça peut devenir un cercle vicieux, et puis on peut baisser. Alors quitter le top 10, là, c'est pas l'ordre du jour, mais quitter le top 5, dans les mois qui viennent, ça peut être une possibilité, et je pense pour Zverev, quitter le top 5, ça la foutrait un petit peu mal quand même. Zverev, qui je rappelle, quand il est arrivé en 2016, c'était le futur patron. On ne disait pas qu'il était aussi impressionnant qu'Alcaraz, mais on disait que ça allait être le futur patron, un peu comme là on dit qu'Alcaraz est le futur patron du tennis. C'est pour dire que tout peut aller vite. Alors Zverev évidemment est un excellent joueur, notamment sur les matchs en 2-7 gagnants. C'est pour moi l'un des meilleurs joueurs du monde actuellement sur les matchs en 2-7 gagnants. Mais sur les matchs en 3-7 gagnants, bah, la preuve en est que c'est pas terrible. Il n'a pas battu un seul top 10 dans les matchs en 3-7 gagnants. La stat parle d'elle-même, hein. C'est pas moi qui le dis, la stat parle d'elle-même. Quand tu bats pas un top 10 des matchs en 3-7 gagnants, c'est compliqué de gagner un grand chelem. Il a failli le faire d'ailleurs. Bref, on se retrouve jeudi, on fera une vidéo jeudi pour savoir un petit peu où va le tennis actuel, donc quelle direction on se trouve avec les Master 1000 qui vont passer sur 10 jours à Madrid et à Rome, on en parlera. Les grands chelems qui font un 6 partout dans le 5e set, un super jeu décisif. On parlera de tout ça, de la direction que prend le tennis. Est-ce que c'est la bonne direction? Est-ce que c'est une direction
totalement dégueulasse. On verra, on en parlera et puis on se retrouvera samedi ou dimanche pour le tirage au sort de Monte Carlo. Samedi ou dimanche pour le tirage au sort de Monte Carlo qui se déroulera déjà dans pas longtemps, Monte Carlo. Et puis voilà, bon, on verra. Est-ce que Tsitsipas va conserver son titre? Est-ce que Rublev va aller en finale? La seule chose qu'on sait, c'est qu'il n'y a pas Berrettini, pas Medvedev, bon ok, mais surtout pas Rafael Nadal, donc ça va se battre pour gagner Monte Carlo. Novak Djokovic, lui, sera là, comme quoi un monstre peut en cacher un autre. Djokovic qui va être sans doute le favori de Monte Carlo, même s'il n'a pas joué. Mais justement, il a pu s'entraîner sur terre battue depuis très longtemps par rapport aux autres. C'est l'avantage qu'il va avoir du cas Djokovic. On sait très bien que dès qu'il est inscrit à un tournoi, il est favori. On verra très bien, je vous dis. Salut à tous, portez-vous bien.